Donc, le premier temps de cette matinée, de cet atelier, a porté sur l'identification des fonctionnalités dont on peut avoir besoin, fonctionnalités auxquelles les outils numériques notamment sont amenés à répondre. Et donc, quelles sont les fonctionnalités dont on a besoin pendant le temps d'apprentissage, hein, le temps où on va dispenser la formation, que l'on soit à distance ou en présentiel, mais également avant ce temps-là et après donc ce temps-là. Donc Gilles va, enfin on va ensemble dérouler les résultats effectivement de cette... un micro, parfait. Donc le résultat de cette réflexion. Je laisse commencer. Alors, on a manqué de temps pour faire la synthèse de l'ensemble des contributions. Donc, on a 4 slides. Vous allez peut-être avoir quelques répétitions. Donc, première fonctionnalité, c'est que l'outil prévoit des possibilités donc, de communication avec les apprenants, bien entendu, mais pas uniquement avec les apprenants, c'est aussi avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'entreprise, les formateurs, les commanditaires, enfin, donc vraiment un outil, des fonctionnalités qui permettent de communiquer sur le dispositif qu'on va mettre en œuvre avec l'ensemble des parties prenantes. Ensuite, au niveau des apprenants, il faut prévoir des fonctionnalités pour recueillir les expériences des apprenants, recueillir leurs attentes, les consigner et communiquer sur celles-ci avec les apprenants. Et le dispositif aussi doit prévoir des possibilités de positionnement adaptatif en fonction de l'action proposée, donc avec des systèmes d'évaluation pour connaître donc le niveau d'entrée des participants sur cette formation. Peut-être continuer toujours sur les fonctionnalités en amont. Donc, toujours dans la même idée, c'est d'avoir des outils d'auto-évaluation, d'évaluation et d'auto-évaluation. Bon, on l'avait dit, il y avait un positionnement un peu répétitif. Et puis, aussi un point important qui était soulevé, c'est tout ce qui est formation aux outils, bien entendu, qui vont être utilisés pendant la formation, mais aussi toute la communication sur la prise en main du dispositif. Donc, tout le dispositif donc, numérique ou pas autour de la formation multimodale doit prévoir des fonctionnalités pour une prise en main du dispositif par les apprenants. On continue peut-être sur les slides suivantes, puis je te laisserai la parole sur pendant. D'accord, on reviendra. Non, je ne sais pas. On n'a pas répété, donc en direct. Pas terrible. Moi. Ensuite, donc, l'outil doit avoir des fonctionnalités d'administration, hein, administration du dispositif, planification, inscription des apprenants, affectation des parcours, bien entendu. Et donc on l'a déjà un peu dit, donc communication en lien avec l'employeur en amont, interaction. Alors aussi oui, un point important, c'est aussi dès l'amont prévoir des outils qui permettent aux apprenants de communiquer entre eux, d'avoir de l'interaction entre eux, donc par exemple des groupes d'échange ou des choses comme ça, de les prévoir dès l'amont. Et pas uniquement pendant et après. Vous voyez, il y a les trois, l'utilisation pendant les 3 phases. Alors, la dernière diapo. Voilà, et on l'avait déjà dit, la prise en main du dispositif, donc on est revenu dessus, un autre groupe est revenu dessus en disant que c'était très très important. Voilà donc les principales fonctionnalités décrites par le groupe de travail pour à prévoir dans les outils utilisés dans le dispositif multimodal. Avant, dans la phase avant. Alors, on va faire en même temps les phases pendant et après, puisque effectivement, on va trouver au moment où, dans les temps d'apprentissage, des fonctionnalités et donc des outils qui permettront de mettre en œuvre des travaux collaboratifs. Bien évidemment, de mettre à disposition des contenus, hein, ça va de soi.
Sur la partie évaluative, pendant et après effectivement la formation, la possibilité donc d'évaluer ou de s'auto-évaluer pendant la formation, et donc des prises en main. Donc là, vous avez bien compris le petit jeu, hein, formation aux outils, il nous faut des outils pour se former aux outils. Hein, donc il faut que ça soit intégré, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des éléments facilitateurs dans les outils proposés, facilitant la prise en main de ces outils. Ensuite, donc sur la partie pendant et après toujours, Gilles l'a évoqué, donc la capacité à administrer le dispositif, à planifier, donc ça c'est tout dans le déroulement effectivement de la phase de la formation, des outils permettant d'organiser des regroupements à distance, classe virtuelle hein, par exemple, mais voilà, on n'est pas trop rentré sur ces définitions précises, hein, c'est plutôt terme générique, regroupement à distance. Et puis bien sûr, après la formation, ont été identifiés des outils qui vont permettre de capitaliser sur les compétences acquises. Hein, également des outils, alors on rejoint la communication, mais après, avec des réseaux, des espaces collaboratifs qui vont permettre de prolonger le temps de la formation, le temps de l'apprentissage en groupe ou même du présentiel. Et bien sûr, de suivi post-formation. Donc là, permettant aux apprenants et aux formateurs de continuer, là aussi, continuer l'accompagnement de la part des formateurs. Les derniers points maintenant, bien évidemment, ça a été martelé, on va dire, hein, tout ce qui va faciliter l'accompagnement des apprenants. Les liens avec l'employeur, donc accompagnement autant, hein, vous voyez, avant, pendant, après, mais donc le pendant et l'après sont très importants. Les liens avec l'employeur, les interactions entre les apprenants, donc ils ne s'arrêtent pas à la formation, c'est pendant le temps de formation, tout ce qui va permettre effectivement les échanges entre les pairs, pendant la formation et après. Leur permettre effectivement, les outils doivent permettre la production de ressources dans le cadre des activités d'apprentissage qui sont proposées et de le stocker, de capitaliser aussi sur ces ressources, donc enrichir des parcours existants ou donner la possibilité aux apprenants de créer eux-mêmes. De faire de la simulation également. Et puis, on a parlé bien sûr de la validation, de la reconnaissance. Les badges sont une des formes que peut prendre effectivement cette validation, reconnaissance. Et bien évidemment, et vous voyez que ça n'arrive pas dans les tout premiers, la traçabilité, hein, les outils de traçabilité qui vont nous permettre de garder des éléments justificatifs le cas échéant, mais tout du moins qui vont être utiles à l'apprenant et au formateur. Donc traçabilité aussi pour l'apprenant, que l'apprenant soit capable de se repérer dans son parcours, de voir comment est-ce qu'il progresse dans le parcours. Voilà, et sur le dernier, on avait effectivement oui, l'évaluation de la satisfaction, hein, on n'est pas dans l'évaluation des connaissances acquises, hein, c'est bien l'évaluation du dispositif dans son ensemble et donc évaluation de la satisfaction. Donc là, on a besoin d'outils également. Alors, l'archivage et le stockage des travaux apprenants, il manque la croix, oui, mais là, il n'y a pas la croix. Il manque la croix, mais c'est aussi un point important. Voilà, donc nous n'avons malheureusement pas pu aller au bout de notre réflexion, que nous avons engagée, on va dire, sur quels sont les outils qui doivent être mis en place à l'initiative de l'organisme de formation, de l'institution, c'est-à-dire quels sont, on va dire, plutôt des outils formalisants hein, pour les formateurs, donc d'une décision qui peut être imposée par l'institution ou décidée, on va dire collégialement, entre formateurs. Par rapport à des outils qui sont plus d'un usage, on va dire, individuel, pouvant être mobilisés à l'envie par le formateur pour déployer une séquence d'apprentissage particulière, enfin une activité particulière. Et donc, on va dire le début de conclusion sur lequel nous sommes arrivés est plutôt que l'ensemble de l'organisme de formation ou du groupe formateur définisse une boîte à outils, on va dire standard, hein, quand même, composée d'un certain nombre de fonctionnalités, plus exactement qu'une boîte à outils. Hein, ouais, de fonctionnalités, parce que les outils pourraient doivent évoluer en fonction des progrès techniques. Voilà, donc c'est une boîte de fonctionnalités mise à disposition. Et dans lequel le formateur viendra effectivement, on va dire, piocher en fonction des activités qu'il souhaitera réaliser.
Mais voilà, ce qui se disait, mais on n'a pas eu le temps, comme vient de le dire Jean-Luc, d'aller jusqu'au bout, c'était que c'était quand même à l'institution de proposer ces fonctionnalités, de mettre à disposition ces fonctionnalités, et pas laisser le formateur utiliser les outils qu'il souhaite, mais bien à l'institution de proposer une boîte à outils, une boîte de fonctionnalités. Donc, voilà. Alors pourquoi, a priori, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais ce qui semblait se dire, c'est parce que c'est l'organisme qui est garant de la qualité. Et donc, l'organisme est aussi garant que les formateurs savent utiliser ces outils. Et donc, c'est à l'organisme aussi de former les formateurs à l'utilisation de ces outils. D'où la nécessité d'un minimum Moi, je réagis à ce que tu dis tout de suite, là, Jean-Luc. Parmi toutes les plateformes que tu as testées, puisque c'est quand même un peu ton jardin, il n'y en a aucune qui ressemble à ça. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de plateforme qui fait tout. Alors, voilà, le dernier point, c'était la plateforme idéale. On n'a vraiment pas eu le temps de l'aborder. Moi, j'en ai vu une. Faire un peu de pub, c'est pas... J'ai aucune... T'as pas d'action ou c'est celle que tu vas faire construire? Et j'ai vu, c'est un ancien de chez Segros, justement, qui vient de créer Alain Commissionne, tu connais, le cher Alain, qui a réfléchi à cet outil et qui a créé une boîte qui s'appelle Mine de Savoir. Mine de Savoir. Mine de Savoir, et son outil s'appelle Emeraude, M-R-O-D. Donc la pierre du savoir, et c'est intéressant ce qu'il a... Ce qui est intéressant ce qu'il a fait, c'est que, un peu comme vous l'avez décrit avec vos petites croix, on peut assembler les fonctionnalités dont on a besoin. Voilà, et ça reste à la main du formateur, c'est-à-dire que le formateur, le dispositif est mis en place par l'institution, mais le formateur, à tout instant, aussi bien en préparation que pendant la formation ou en post-formation, peut utiliser l'outil très très facilement, créer un quiz aussi bien que lancer une discussion sur un forum, etc. Et c'est une appli qui se présente comme Facebook, en fait, avec un mur. Et on a sur le mur l'ensemble des échanges des apprenants, des échanges avec les apprenants. Enfin, c'est pas mal foutu, c'est bien réfléchi. Avec, et c'est XAPI. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est XAPI, donc bon, voilà, c'est un début de réponse à des outils. On essaiera de faire intervenir Alain de ces quatre. Après, je dirais qu'il faudra croiser ça, et c'est vraiment le travail vers lequel on ne pouvait pas aller, on n'avait pas le temps d'aller. C'est de croiser ça avec, je dirais, le guide du FOD, le guide LMS, le guide de choisir son LMS du FOD, en croisant ça sur effectivement la pérennité des outils. C'est quand même, parce qu'on a parlé formation, mais on ne va pas reformer toutes les semaines à nouveaux outils. Donc il y a le côté de la pérennité des outils, il y a leur déploiement, il y a la facilité d'accès et il y a la normalisation, c'est-à-dire la standardisation et avec les questions de SCORM, d'XAPI et des choses comme ça derrière. Voilà, donc autant de... Alors là, des éléments très techniques qui viennent, des éléments financiers, des éléments de pérennité, des éléments d'investissement et des éléments techniques qui seront bien sûr à prendre en compte dans les bons outils à choisir. Voilà. Et pendant la formation, n'a pas été évoqué, mais je le rajoute, toutes les fonctionnalités de parcours adaptatif qui sont aujourd'hui, qui commencent à poindre aujourd'hui, donc avec des solutions qu'on commence à avoir de parcours adaptatif basés sur les big data, donc je trouve en tout cas des pistes de recherche intéressantes. Bon. Je ne suis pas sûr que je vous donne la parole. Allez, on passe à l'atelier numéro 2, sinon on va prendre trop de retard. Donc le groupe 2 a travaillé sur l'ingénierie financière pour la construction des dispositifs multimodiaux. Et donc nous nous sommes appuyés sur des travaux antérieurs qui avaient été réalisés par le FOD, notamment... le Vademecum pour les financements de la FOAD. Et puis, nous avons aussi évoqué la FAQ, qui vient le compléter, puisque c'est la suite des travaux qui avaient été engagés à Poitiers et qui ont donné lieu à cette constitution de foire aux questions, qui en plus est bien évidemment validée et a fait l'objet d'une reconnaissance, on va dire... au niveau des institutions. Voilà.
Donc, je laisse la parole à Françoise pour la restitution des travaux. Merci, bonjour à tous. Alors, notre objectif, en tout cas l'objectif de l'atelier était terriblement ambitieux, puisque construire l'ingénierie financière des dispositifs multimodaux de formation pouvait effectivement s'appréhender de plusieurs points de vue, et c'était le démarrage du questionnement de notre atelier. De quel point de vue? À chaque fois, cela apporte des réponses différentes, bien entendu, mais en tout cas, du point de vue des organismes de formation, comment construire, quels coûts prendre en compte, et ensuite quelles recettes aller chercher. Du point de vue des financeurs, comment mobiliser effectivement et que prendre en charge par rapport à l'ingénierie financière, la question de la prise en charge de certains postes ou pas. Du point de vue des apprenants, quel financement rechercher, comment s'informer sur les financements, lesquels mobiliser, et, a-t-on ajouté, du point de vue des prescripteurs, et en particulier du point de vue des conseillers en évolution professionnelle qui sont chargés de monter les dossiers des personnes qui viennent les rencontrer. Donc on a commencé en fait par un point de vue, et puis on s'est plutôt arrêté là, parce qu'une heure c'est court, vous l'avez constaté dans les autres ateliers. Il y avait une majorité de participants qui travaillaient dans des organismes de formation. Les bonnes pratiques étaient là, les expériences, les questions, les réponses. Donc, on a plutôt travaillé sur le premier point de vue, c'est-à-dire le point de vue des organismes de formation. Et puis, on s'est attaché, après avoir discuté d'une façon un petit peu générale, on s'est attaché à se mettre d'accord sur la structure des coûts et d'identifier ensemble ce que représentaient en fait les dépenses du montage d'un dispositif multimodal de formation. On est reparti des travaux qui avaient été identifiés, enfin une structure de coûts qui avait été identifiée dans le financement, le document Vademecum du financement et de la mise en œuvre de la FOAD. Donc je vous rappelle que ce document, il date de 2011, qu'il avait deux parties. Il avait un objectif, c'était aider les financeurs à comprendre ce que c'était qu'un dispositif multimodal, aider à le comprendre de la façon réglementaire, donc cette partie-là n'est plus à jour, mais surtout ce qui était intéressant, c'était d'expliquer comment était décomposé le coût d'un dispositif multimodal, plutôt de la formation ouverte et à distance, puisque le présentiel est assez connu. Donc on avait déjà identifié un certain nombre de coûts qui étaient variables d'ailleurs selon les dispositifs, hein, avec plus ou moins de distance, des objectifs de certification, etc. Donc on avait fait des simulations, mais on avait identifié 6 points de vue, enfin 6 angles, qui étaient des postes d'accompagnement à distance, de coûts de plateforme et d'outillage, des coûts en amont qui étaient sur des coûts qui étaient plutôt d'ingénierie en fait, ingénierie de formation, développement des ressources, scénarisation des ressources et création graphique. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2011, à la fois émanant du paysage technologique, des nouveaux usages, et puis évidemment des nouvelles réformes, notamment de la loi travail. Alors on a trouvé... donc c'est un petit peu en vrac hein, là, mais ce qui était apparu très important et dans nos discussions d'hier et ce qui a été ajouté déjà ce matin, vous allez retrouver des éléments, c'est qu'il nous semblait important de mettre en avant, et non pas de l'isoler dans l'ingénierie en amont, le coût de la formation des formateurs, d'autant que cette formation de formateurs peut aussi se faire à distance. Et donc, par rapport à l'appropriation du dispositif, il fallait vraiment que là, l'organisme de formation puisse identifier ce poste et ne pas le sous-estimer. Alors oui, pour lesquels on peut utiliser, excusez-moi, le dispositif de formation. Ensuite, le coût d'usage de la plateforme, parce qu'investir dans une plateforme, on l'a vu, ça représente un certain nombre de choses, mais surtout, les plateformes, le coût de la plateforme peut varier en fonction du nombre d'usagers que vous avez. Si vous êtes locataire de cette plateforme, évidemment, l'investissement ne s'arrêtera pas à simplement l'outil.
Donc, un coût d'usage de plateforme qu'on pourrait rajouter, un coût d'un poste qui n'existait peut-être pas tant auparavant, mais qui a été maintenant institué par la loi travail, c'est le positionnement des bénéficiaires. Puisque maintenant, on parle de parcours de formation, pas seulement de l'action de formation, qui est un temps, en réalité, du parcours pour le bénéficiaire. Donc, il y a le positionnement, mais il y a aussi l'accompagnement. Et dans la mesure où les financeurs s'accordent à donner leur confiance à un dispositif de formation à distance, lorsqu'on lui donne la preuve qu'il y a des évaluations, des jalons intermédiaires, il faut aussi prévoir ce temps-là, donc qu'on a appelé positionnement soit à l'entrée, soit pendant, les évaluations et pendant et post, séquence intermédiaire, qu'il nous faut là maintenant essayer d'estimer à sa juste mesure. C'est une petite animation. Et puis, tout le monde s'est accordé à parler du temps, de l'accroissement du temps qui est nécessaire pour produire les éléments de preuve, pour archiver tout ce qui s'est passé, pour pouvoir garder en réserve et donner aux financeurs, lorsqu'ils le demandent, des éléments intelligibles et non pas un gros paquet de Google Analytics. Donc, on s'est rendu compte que l'archivage, la conservation des preuves, l'extraction des travaux, la livraison des données était maintenant quelque chose qui était important et qui n'était pas un simple travail administratif qui était une transmission évidemment de liste de présence, qui pouvait demander des qualifications un peu plus importantes. Parfois, ça peut être le formateur qui va chercher quel est le bon élément à donner. Et donc, c'est ce qu'on a appelé une nouvelle ingénierie administrative, dont on s'est bien rendu compte, dont on a pu mesurer avec les participants présents la lourdeur et le fait que, voilà, l'accroissement. Et que, disons que dans un dispositif multimodal ou de formation à distance, ça prenait plus de place que la simple coût de gestion habituel qu'on ajoute, je dirais, au prix d'une action de formation. Donc, voilà quelques pistes sur lesquelles ça pourrait être intéressant de travailler collectivement pour essayer de le rajouter et de le faire apparaître dans le coût d'un dispositif multimodal. Quand on dit intéressant de le faire apparaître, c'est que, évidemment, d'abord, il faut pas se planter, je dirais, quand on fait nos estimations, nos budgets, etc. Mais en même temps, il faut convaincre les financeurs. Et cette transparence est intéressante. Et plus on travaille collectivement plus on s'accorde sur des éléments qu'on va défendre ensemble, plus on sera pertinent dans notre dialogue avec les différents financeurs. Alors, on a retiré des points de vigilance. On a dit plein de choses, mais évidemment, seul un petit nombre peut être restitué ici. En même temps, on s'est bien rendu compte que la multimodalité augmente les coûts pour tout le monde. Effectivement, une formation à distance peut ne pas coûter trop cher à l'utilisateur, on le sait, mais quand il y a beaucoup d'utilisateurs d'une plateforme, quand vous avez des masses critiques importantes, mais il y a quand même des coûts qui sont importants. Et on s'est rendu compte que d'un effet sur certaines formations, c'est que parfois la complexité est tellement grande de prise en charge financière par des financeurs que les bénéficiaires eux-mêmes financent leur formation. Donc, on a des exemples où les formations sont financées ou cofinancées fortement par les bénéficiaires eux-mêmes. Donc, il faudrait quand même faire attention à ce que, quand on a autant de dispositifs qui peuvent permettre un financement par des tiers ou par des employeurs, etc., il serait dommage quand même de tomber dans un effet pervers qui fait que le financement n'est pas mobilisable et que, du coup, l'accès à la formation est beaucoup plus restreint si le bénéficiaire doit lui-même payer sa formation. Point de vigilance, c'est qu'il faut quand même toujours gagner la confiance. On l'a entendu dans l'atelier, on l'a entendu hier aussi. Il y a un travail collectif à faire, le FOD en fait sa part, mais chacun en fait sa part aussi ici auprès de ses propres financeurs. Il faut beaucoup communiquer auprès de ce qu'on appelle les financeurs. Or, les financeurs, c'est quand même ces deux points de vue. C'est le décideur qui est d'accord, mais c'est aussi les opérationnels.
qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire. On a eu l'exemple de Midi-Pyrénées où les personnes qui contrôlent ont l'habitude de contrôler de la liste de présence. Donc il y a aussi toute cette chaîne dans les financeurs-contrôleurs qu'il faut convaincre. Et il y a certainement des actions à mener. Et on s'est dit qu'il y a quand même un temps d'appropriation de ces changements par les différents acteurs, qui soient au sein de l'organisme de formation, mais qui fassent partie des interlocuteurs. Donc, le conseil collectif de l'atelier, c'est d'être quand même proactif, c'est que chacun, en étant responsable de son offre de formation, puisse donner les outils de transparence qui permettent à ses interlocuteurs de le suivre dans ses propositions, d'adhérer à ces propositions et en fait de faire en sorte que l'action de formation se passe bien du début à la fin, contrôle compris. Alors, des pistes pour la suite. Bien évidemment, nous, on n'a fait qu'explorer un point de vue qui était le point de vue de l'organisme de formation, et encore, s'est-il restreint à regarder la structure des coûts. On avait bien d'autres questions qui sont arrivées sur est-il possible de faire financer l'ingénierie financière, comment, etc. Donc maintenant, il y a la question encore pour les organismes de formation, à savoir comment on peut mobiliser des recettes en face de ces coûts et de quelle façon. Ensuite, il y a le point de vue des financeurs et le point de vue des prescripteurs, parce que c'est une vraie jungle, et je pense que là aussi, plus il y a de transparence, ou plus d'accompagnement, je veux dire, de conseils auprès des prescripteurs et des financeurs, et mieux cela ira. De notre point de vue, il serait intéressant que collectivement le FOD puisse travailler avec l'ensemble de ses membres sur l'approfondissement de la partie administrative, approfondir les bonnes pratiques à proposer aux organismes financeurs. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle depuis hier gagner la confiance, avoir une confiance partagée avec les financeurs. Et nous rappelons que les travaux qui ont donné lieu d'abord au Vadémécum, ensuite à la fac sur la prise en charge financière, les travaux du FOD continuent avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours qui réunit les OPCA, les OPACIF, les fonds GESIF, avec le soutien de la DGEFP, et que maintenant on en est à un moment critique, c'est-à-dire que la confiance est là, et eux nous demandent, bon d'accord, donnez-nous des éléments, voilà, quelles sont les preuves sur lesquelles on peut s'accorder. Donc il faut maintenant on trouve une convergence sur les éléments de preuve. On a fait un appel à contribution dans l'atelier où on était tout à l'heure. 4 déjà d'entre vous se sont portés volontaires. Donc on a besoin de savoir quand ça se passe bien avec vos financeurs, est-ce que vous pouvez nous faire des retours sur les éléments de preuve qu'ils acceptent sans souci et sur lesquels on peut monter comme ça un dossier en disant ben voilà, des éléments de preuve qui ne sont pas contestés et qui permettront la fluidité du rapport administratif et financier. Voilà, donc je crois que c'était tout. Voilà, on est donc, nous, dans une, je pense, dans une dynamique. Le FOD travaille sur cette question. Il y a d'autres groupes peut-être à monter et nous vous remercions de votre contribution maintenant. Merci. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, je crois qu'on va pouvoir lancer la suite des travaux très prochainement. Hein, voilà. Alors, je fais appel au 3e groupe. Mais c'est tout. Donc finalement, on n'a aucun support. Donc on va essayer d'improviser comme ça. Donc nous avons travaillé sur les faibles niveaux de qualification, de voir s'il y a une multimodalité spécifique à mettre en place pour ces faibles niveaux. Donc, dans un premier temps, on a redéfini un petit peu ce qu'on entendait par multimodalité et par faible niveau. Et on est parti sur 4 questionnements qu'on a travaillé en petits groupes. Le premier, c'était sur les caractéristiques de ces bas niveaux. Le deuxième, c'était sur la question de savoir si le numérique était adapté à ces faibles niveaux de qualification. Le troisième, c'était comment rendre accessible l'e-learning pour ces faibles niveaux.
Et le dernier, c'était quelles sont les compétences à travailler justement avec eux. Donc, est-ce que ça porte plutôt plus sur les loisirs? Est-ce que ça porte plus sur les compétences professionnelles? Alors, les caractéristiques, on a pointé notamment qu'ils avaient souvent une identité sociale qui était sclérosante pour eux, parce que donc ils partaient d'un a priori d'échec, donc ils se sentaient en situation d'échec, ils rejetaient souvent la classe comme lieu d'enfermement. Ils étaient aussi en rejet de tout ce qui est module d'enseignement général. Après, bon, on a pointé des questions d'autonomie et de concentration qui étaient souvent donc, problématiques pour ces niveaux aussi. Et en résumé, on peut dire qu'on est parti sur la conclusion qu'avant même d'entrer du multiple modal pour ces niveaux-là, il y a de multiples freins à lever, bon, que ce soit sur la représentation d'apprenants ou sur leurs difficultés cognitives, etc. Sur le deuxième questionnement, donc, qui portait sur est-ce que le numérique est adapté à ces publics-là, donc on a listé comme avantage justement de pouvoir leur proposer des entrées multiples, donc le visuel, audio, graphique, etc., pour pallier à des pertes de repères pour la lecture, pour le calcul, etc. Après, donc... oui. En fait, à la question sur le numérique enfin, voilà, est-il utile aussi pour enfin pas utile, mais approprié pour les faibles, merci, pour les faibles niveaux de qualification. On en est arrivé à se dire que poser la question comme ça, c'était un peu délicat, parce que la réponse, voilà, dans un premier temps, est oui, c'est approprié. Mais ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que au-delà des faibles niveaux de qualification, on pouvait aussi avoir des diplômes d'un certain niveau et pour autant avoir des difficultés avec l'outil numérique. Donc on en est arrivé au fait que le numérique, les freins liés au numérique n'étaient pas spécifiques aux faibles niveaux de qualification. C'est-à-dire que l'important sur ces publics-là, c'est de travailler sur les freins qui sont en amont, ce qu'on a dit par rapport à l'identité de la personne, recréer du lien social, cette médiation. Souvent, ce sont des personnes qui ont été en situation d'échec à plusieurs reprises. Et donc, ces freins sont à lever avant. Et on a aussi des questions de motivation, d'engagement, mais qui, pour le coup, sont les mêmes qu'on soit sur des faibles niveaux ou non. On en est arrivé à se dire que sur les plateformes, la simplification des plateformes qu'on pouvait faire pour les faibles niveaux, elle devait se faire aussi sur les niveaux qui étaient plus qualifiés. Donc voilà un petit peu, on en est arrivé. C'est un peu délicat sans PowerPoint du coup, parce qu'on avait toute la trame. On a aussi beaucoup travaillé, donc c'est un peu décousu, hein, je m'excuse. On en est arrivé aussi sur le fait de travailler le apprendre à apprendre, qui était utile pour le numérique dans l'ensemble. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes de l'atelier qui ont peut-être pris des notes pour resituer un peu les choses, du coup, parce que c'est un peu délicat. Est-ce que les contributeurs demandent des amis? De toute façon, on va récupérer le numérique, fichier. Le PowerPoint, tout ça, voilà. Il y a des petits... On va récupérer votre travail et on le mettra à disposition après le... Je peux peut-être ajouter quand même aussi qu'on a donc dit en conclusion qu'il y avait un fort besoin de guidage, mais qui, pareil, n'est pas forcément spécifique pour les bas niveaux, hein, qui peut aussi être une aide précieuse pour tous les niveaux de qualification.
Après, ce que je pense qu'on peut quand même pointer comme spécificité pour ces bas niveaux, c'est vraiment qu'il faut donc créer une dynamique de groupe, qu'il faut travailler vraiment sur la représentation et de leur redonner confiance, cette confiance qu'ils ont très souvent perdue au cours de leurs apprentissages précédents, de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Et on a aussi imaginé que ça peut être très intéressant de faire l'inclusion de ces faibles niveaux dans un groupe multiniveau pour justement pour leur montrer qu'ils sont capables aussi d'apprendre des choses à aller plus fort dans l'utilisation. On a donné l'exemple du téléphone portable, mais enfin, ça peut être des choses comme ça. Hein. Donc, enfin, moi, je pense qu'on peut dire que c'est très important de travailler sur l'image d'eux-mêmes et de voir qu'ils sont capables de faire des choses et d'apprendre de nouvelles choses. Je crois que je vous ai trouvé un ami. Donc, un des éléments importants qu'il fallait avancer, c'est l'accompagnement de l'apprenant sur l'utilisation du numérique. C'est l'accompagnement. Donc voilà. Et on retrouve ça, quels que soient les niveaux, peut-être un peu renforcé pour les publics faiblement qualifiés, pour pas qu'il y ait cette notion d'isolement. Donc on a un accompagnement qui est renforcé. On a travaillé aussi sur des outils, à savoir, la question c'était à savoir s'il y avait des outils qui étaient plus ou moins adaptés pour les faibles niveaux de qualification. Alors on en est arrivé aussi à la conclusion que ces outils, pour pallier, pour effectuer la médiation avec ces publics-là, elle était personnalisée, c'est-à-dire que tout se joue sur l'amont, sur le positionnement pour savoir quel outil sera plus approprié. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont auditives, qui sont visuelles. C'est pas pour autant qu'il faut mettre que du visuel ou que de l'auditif. Faut pas non plus mettre tout pour pas que ça surcharge. Donc il y a ce juste milieu à trouver et c'est tout là le travail du formateur à déterminer l'outil adapté par rapport et au regard des compétences et des appétences du stagiaire. Merci.